Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Bienvenue, bienvenue à ce webinaire du FOD. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, je suis Aurélia Bollet, déléguée générale du FOD. Et donc, c'est un webinaire un petit peu particulier car en fait, on va vous faire une restitution des rencontres du FOD qui ont eu lieu le 5 et 6 octobre dernier ou à Amboise, dans ce magnifique château du Clos Lucé, d'où vous voyez d'ailleurs une illustration sur la une du diaporama. Donc c'est effectivement une très beau lieu et de très belles rencontres. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par notamment les animateurs des ateliers du 6 octobre autour de l'IA que nous avons construit ensemble, et puis d'Alexis, le jeune qui est chargé de développement au FOD. Donc, tout de suite, je vais vous présenter rapidement la journée du 5. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Vous en faire une courte synthèse. Je veux bien, Alexis, que tu passes à la slide suivante. Et puis ensuite, nous embrayerons sur les ateliers du 6. Donc déjà, on remercie chaleureusement la région. Pourquoi? Parce que la région Centre-Val de Loire a été effectivement notre région hôte. Elle nous a du coup invités à venir dans sa région. Elle nous a invités à Amboise et à ce magnifique château du Clos Lucé, qui, je vous rappelle, était la résidence de Léonard de Vinci. Donc, et on a eu 148 participants à ces rencontres. Nous avions atteint en fait la jauge maximale, donc des rencontres qui ont suscité un grand intérêt. On remercie aussi les exposants qui sont venus nous présenter leurs solutions d'IA au service de la formation. Et donc, nous avions du coup invité AppleLearn, Corollaire, EdTech, ProCertif, Trendy et Stelia, qui, au cours de ces 2 journées, nous ont fait des démos, une suite de démonstrations de ce qu'ils avaient développé avec de l'IA pour faciliter des parcours de formation. Et donc, on a eu ces temps d'échange avec eux et on les remercie vivement de leur présence. La suite. Donc, vous retrouvez sur cette liste tous les intervenants de ce jour-là, de ce jour aujourd'hui. Vous voyez, on est nombreux à intervenir, donc je vais très rapidement maintenant, Alexis, si tu veux passer à la diapo suivante, présenter la journée du 5 et puis, ensuite je donnerai la parole à tous nos invités, d'aujourd'hui. Donc, le 5 octobre, enfin déjà le thème des journées, on a fait principalement un gros focus autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui et quel impact elle a dans la formation, quel type de logiciel on peut trouver et comment on peut utiliser notamment principalement ChatGPT et des IA génératives pour construire des parcours de formation ou au service aussi des utilisateurs et des apprenants. Donc on a commencé ces rencontres sur l'IA avec 2 conférences d'ouverture. Donc d'abord, on a eu David Fayon, qui nous a, retracé, finalement, l'histoire, de ces technologies-là et qui posait la question, finalement, où se place aujourd'hui la valeur ajoutée, de l'humain, vu la vitesse de développement des technologies qui peut être amené à se poser aujourd'hui la question. Et puis il a pointé aussi un certain nombre de risques comme, un risque de l'ubérisation des cols blancs, qu'il y avait aussi des points de vigilance à avoir autour des algorithmes et des biais potentiels, puisque ce sont des algorithmes, hein, qui sont conçus par des êtres humains. Et puis, comment on pouvait organiser une juste cohabitation entre nous, les êtres humains, et la machine. Il a rappelé également les gains de temps importants que permettent ces technologies-là, des gains de temps, des gains financiers, des gains par rapport à la pénibilité de certaines tâches qui pouvaient être confiées aux machines, à la multiplication des possibilités, que propose, l'IA et puis aussi, à l'image que ça pouvait en donner
mais aussi avec certaines limites. Les limites étant, ce qu'on pointe très souvent, hein, la déshumanisation, mais aussi à l'exclusion numérique, la consommation énergétique de l'IA et puis, les biais dont on a déjà parlé et puis les cyber-risques. Suite à cette première conférence introductive, nous avons eu une deuxième conférence qui a été menée à tambour battant par, Raphaël Grasset, qui lui est chercheur enseignant en sciences cognitives et qui nous a parlé du coup du triangle des Bermudes de, l'IA pédagogique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce triangle des Bermudes? C'est en fait la relation, hein, entretenue entre le formateur, le savoir et l'apprenant et les interactions qu'il peut y avoir entre ces 3 domaines. Et dans cette triangulation, quels sont les types d'outils d'IA, qu'on peut aujourd'hui trouver et quelles sont leurs fonctions possibles? Il a ensuite effectivement pointé les conséquences et même les difficultés ou encore, notamment concernant, l'interopérabilité des modèles d'IA ou encore, effectivement les freins écologiques, qui peuvent, être, liés à l'utilisation massive de ces technologies. Dans l'après-midi, nous avons eu 2 tables rondes. Une première table ronde toujours autour de l'intelligence artificielle, mais sous l'angle des usages de ChatGPT. Puisque nous avions convié, 3 acteurs, École 2600, l'université du Crédit Agricole qu'on appelle l'IFCAM et Open Classroom pour qu'ils, viennent un peu nous parler, de l'impact sur leur métier, de comment eux, ils intégraient, l'IA. Typiquement, Open Classroom nous a parlé de son propre chatbot, hein, qui avait été développé en interne et qui s'appelle, AI Assistant. Ce chatbot étant, conçu pour aider les apprenants, heu, mais aussi de leur projet autour de l'intégration de l'IA dans les pratiques. L'université du Crédit Agricole nous a aussi parlé de l'impact sur les métiers de la formation au sein de l'université du Crédit Agricole et à partir des études de cas qu'ils ont commencé à mener et puis comment avaient été, accueillis, les premiers usages de ChatGPT avec effectivement, des points de vigilance à voir au niveau de la sécurité et de potentielles fuites de données. Enfin, l'école 2600, a parlé de ces d'outils de matching, d'IA pour pouvoir effectivement entre fiches de poste, offres d'emploi et référentiels de formation, pouvoir effectivement, avoir, des points de convergence, sachant que, l'école 2600 travaille dans le domaine de la cybersécurité, qui est un marché qui est tendu et très évolutif et qui donc a vraiment des besoins de faire très vite évoluer les compétences et évoluer ses formations et donc utilise l'IA pour, pour, heu, pour finalement, faire évoluer ses référentiels, métiers. La 2e table ronde, alors on a eu une deuxième table ronde, du coup plus classique où, voilà, on a arrêté de parler d'intelligence artificielle. On en est revenu un peu au cœur de notre sujet, au FOD, qui est l'hybridation des formations. On a présenté d'abord un premier état des lieux de la maturité digitale du marché de la formation. Cet état des lieux a été réalisé à partir de données récoltées par le FOD dans le cadre du dispositif qui s'appelle Hybridation, que vous connaissez tous, j'espère, hein, et qui en fait propose 13 outils disponibles en ligne sur le site du FOD, et notamment des autodiagnostics et de maturité digitale et de capacité de la structure à se transformer. Et c'est à partir de ces données-là qu'on a voilà, présenté une première étude de l'état du marché et je voulais vous dire simplement que, ces données vont alimenter un baromètre. Le FOD souhaite effectivement lancer un baromètre sur 9 indicateurs de la transformation digitale des structures de formation, baromètre qui sera, publié et lancé, début décembre avec une enquête complémentaire, que vous avez peut-être reçue. On vous mettra, dans le chat en fait le lien si vous souhaitez vous également, hein, participer à cette enquête-là qui nous permettra d'avoir une référence annuelle, un baromètre annuel sur les tendances du marché, le développement de l'hybridation dans le marché de la formation. Et puis, 2e partie de la table ronde, elle a vraiment été fait un zoom sur les aspects plus de territoire et de comment,
ait mis en place et déployé des formations multimodales, et les politiques mises en place par la région et le conseil régional. Et on a eu un ensemble de témoignages, d'acteurs, hein, du territoire qui sont venus, expliquer, voilà, les dispositifs, parcours, comment eux, ils avaient pensé leur hybridation de la formation, comment ils les avaient mises en place. Et puis on a eu aussi le plaisir d'accueillir le vice-président, de la région, Centre-Val de Loire, monsieur Jean-Patrick Gilles, hein, qui est VP à la formation professionnelle, qui nous a parlé du dispositif d'accompagnement mis en place par la région, à destination, des OF sur l'innovation générale et aussi sur la multimodalité. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu de cette, riche, journée, du 5 octobre à Amboise, hein, donc première journée, sur, des rencontres du FOD. Et donc on va passer maintenant la parole à tous nos animateurs, puisque le 6, qu'est-ce qu'on a fait le 6? Eh ben, on est reparti sur, une réflexion autour de l'intelligence artificielle avec 6 ateliers. Et donc, nous avons, plusieurs animateurs qui sont présents et qui vont présenter les ateliers qu'ils ont mis en place et qu'est-ce qui a été produit au sein de ces ateliers-là. Donc tout de suite, je donne la parole à, Catherine Gervaise et Loïc Tournenoy de l'AFPA qui ont animé un atelier autour de l'éthique. C'est à vous. Vas-y Très Catherine. bien. Merci Aurélia, bonjour à tous. Effectivement, alors Loïc est dans le train, donc c'est moi qui vais prendre la parole pour nous deux. On a eu le plaisir d'animer donc un atelier pour réfléchir collectivement sur le sujet de l'éthique, hein, des usages des IA en formation. Et donc, je vais vous présenter les points saillants en fait du travail du groupe. Alors, après avoir posé les règles de fonctionnement de l'atelier et donné quelques éléments de contexte, en fait, on a posé 2 questions au groupe qui étaient assez nombreux et assez productifs. La première question qu'on leur a posée, c'est quels sont pour vous les principaux enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle ? Et là, en fait, on a travaillé donc classiquement hein, avec une production de post-it qu'on a regroupé et ensuite chacun a pu voter pour le thème qui lui paraissait le plus important. Et donc sont ressortis 3 points importants par rapport à ces enjeux éthiques que sont alors d'une part l'inclusion, c'est-à-dire l'accès à tous, que tout le monde puisse avoir accès aux intelligences artificielles et pas simplement une certaine typologie de population. Et aussi dans le sujet de l'inclusion, que les données, notamment les données minoritaires qui puissent être introduites, soient inclus dans les IA. Et donc, ça pose toute la question des biais d'entraînement et donc de la constitution des équipes pour que les équipes qui travaillent sur l'IA puissent être multiculturelles, multisexes, âge, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est ressorti prioritairement sur les enjeux. Le deuxième point des enjeux, c'est la responsabilité et notamment la place de l'homme avec un grand H sur la validation des productions de l'IA et que l'humain doit rester le valideur final des travaux produits et pas se laisser embarquer. On sait aussi qu'il y a des sujets d'hallucination, des choses comme ça. Donc, il faut bien qu'il y ait un contrôle, entre guillemets, humain. Et puis, le troisième point des enjeux, c'est la confiance. Notamment sur le sujet de l'honnêteté de l'information. Est-ce que l'information qui est produite est bien juste, entre guillemets, et de la dangerosité de l'IA? Est-ce qu'on peut faire confiance? Et notamment, là a été évoquée la classification européenne des systèmes qui est en train de classer ou qui a déjà fait le classement des IA selon leur niveau de risque, qui peut être donc une première réponse à ce sujet de la confiance. Voilà, donc 3 enjeux principaux.
qui ont été choisis sur 7 ou 8 qui avaient été énoncés, mais c'est vraiment le résultat du groupe. Et donc ensuite, on est passé à la question des solutions, des pistes de solutions pour répondre à ces enjeux. Et là aussi, le groupe a réfléchi collectivement. On a vraiment partagé toutes ces pistes possibles. Alors il y avait, là on a regroupé aussi les post-it sur 6 thèmes. Et deux sont vraiment ressortis de façon importante. Et là, on s'est recentré sur le métier des participants de cet atelier, qui est évidemment les pratiques pédagogiques. Voilà, on est redescendu, on était un peu macro dans le sujet des enjeux. Et on est revenu plus sur notre métier. Et donc, là, c'était le sujet, c'était de se dire qu'il fallait certainement envisager la sensibilisation de tout l'écosystème éducatif, depuis même les parents, les élèves, et puis évidemment après tout notre écosystème à nous, plus les concepteurs, les ingénieurs, les formateurs, mais aussi les équipes support, pouvoir sensibiliser tout le monde à l'utilisation de l'IA, savoir ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire, comment est-ce qu'il y a des règles, et puis est apparu beaucoup le sens critique, arriver à faire en sorte que alors c'est vrai pour d'autres sujets, on en parle quand même pas mal aussi avec toutes les fake news, mais voilà, le sens critique, ça paraissait vraiment important que chacun puisse avoir un recul sur l'information qui lui est donnée, et ça pouvait être aussi notamment pour accompagner sur des ateliers d'écriture par exemple, ou des ateliers de réflexion sur ce que produit l'IA. Et puis évidemment, toujours dans notre métier à nous, c'est intégrer l'IA dans les pratiques pédagogiques, l'IA qui peut accompagner la multimodalité, qui peut accompagner aussi des pratiques d'évaluation, et un participant disait évaluer le process mis en œuvre et pas forcément le rendu, donc c'est d'autres façons d'évaluer. Et puis la question est apparue du référentiel emploi, activité, compétences et référentiel d'évaluation du titre de formateur professionnel adulte du ministère du Travail, dans lequel actuellement la question de l'IA n'est pas posée. Donc voilà, il va sûrement falloir travailler dans sa révision à intégrer ces données-là pour la formation des formateurs. Et puis enfin, et ça redonne aussi le lien avec le FOD, c'est le sujet de la gouvernance à tous les niveaux, que ce soit entreprise, dans l'entreprise bien sûr, mais aussi au niveau de la France, de l'Europe, du monde. Voilà, est-ce qu'il faut une gouvernance? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un cadre européen? On voit que ça arrive un peu, mais peut-être plus. Voilà. Alors en tout cas, cette question-là a été vraiment posée sur la table. Et puis, du coup, a été décliné peut-être un chantier à mettre en place au niveau du FOD sur la création d'une charte des usages de l'IA en formation. Et c'est peut-être un sujet qu'on lance évidemment à la direction du FOD, mais voilà, qui pourrait être utile à tous les organismes qui utilisent l'IA. On sait bien qu'on ne peut pas empêcher ni les formateurs ni les concepteurs d'utiliser l'IA. D'ailleurs, tout le monde l'utilise beaucoup, même chacun d'entre nous. Et donc, du coup, voilà, il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Voilà ce que je pouvais résumer. En tout cas, un atelier très intéressant et très riche. Je ne sais pas si Loïc, tu as la possibilité de dire quelque chose, si tu peux ou si tu veux. Mais voilà, j'espère avoir été complète. Je pense que tu as été complète. À la limite, Loïc, s'il peut nous envoyer un petit mot dans le chat si nécessaire. Oui, parce que dans le train, c'est un peu loin, effectivement. Mais écoutez, on passe à la restitution du prochain atelier. Merci beaucoup, Catherine. C'est Olivier Kirsch, directeur du GIFOD. Olivier, tu es avec nous. Merci Aurélia et bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend. On t'entend très bien.
Bon, alors donc nous avions dans notre groupe de travail pour thématique, je dirais, l'usage de l'évaluation des compétences par l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'était de voir quelle place pourrait prendre aujourd'hui ou demain l'IA dans nos processus d'évaluation, et on avait choisi de découper cela en trois temps: le avant la formation, le pendant et le après. Donc, on est reparti sur, je dirais, la même méthodologie qui vous a été exposée tout à l'heure par le groupe mené par l'AFPA, donc des post-it sur un SWOT. Et donc, on tient à disposition, mais ce sera peut-être envoyé avec les actes du colloque, donc les quatre matrices SWOT qui ont été élaborées. Et on a en fin d'atelier essayé de sortir, on va dire, des lignes forces de ce qui avait pu se dire, et vous les avez là à l'écran. Donc si on les regarde dans le sens chronologique en partant des forces, ce que nous on en avait retenu, ou ce que les participants en ont retenu et l'ont mis particulièrement en avant, c'est que l'IA permet un gain de temps considérable au service de l'individualisation des parcours de formation. Et ça, c'est notamment, je dirais, pertinent sur la phase pendant la formation, même si ça a été mentionné, vous en doutez bien, sur les deux autres phases, c'est-à-dire l'amont ou l'aval de la formation. En regard de ça, il y a une faiblesse qui a été mise en avant ou qu'on voulait, je dirais, souligner, c'est l'indispensable complémentarité entre l'homme et l'IA, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un contrôle de l'IA par un individu pour valider ce qui est proposé par ces mécanismes automatiques de l'IA. Donc, c'est la faiblesse qu'on a souhaité mettre en avant. De la même manière, si vous continuez à tourner toujours dans le sens chronologique, au niveau des menaces que nous en avons retenu, c'est deux principalement. La première, c'est de faire rentrer, on va dire là encore de façon automatique, les individus dans des catégories ou des sous-catégories, et ce qui pourrait avoir le risque de mener à une uniformisation des parcours, chaque catégorie ayant un parcours qui correspond à cette catégorie-là. Et puis la deuxième menace qu'on avait ciblée, l'IA permettant très facilement de faire de l'évaluation, c'est d'aller vers un système pédagogique où il n'y aurait plus que de l'évaluation et quasiment plus de formation. C'est-à-dire on serait évalué à tout moment sur chacune des trois phases qu'on avait ciblées. Et puis on en arrive à deux opportunités qu'on a souhaité mettre en avant. C'est que cette technologie va permettre de revisiter la problématique d'individualisation des parcours de formation, notamment sur la phase amont. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, pas suffisamment, on va dire les aspects positionnement, adaptation du parcours, vont pouvoir être beaucoup plus fouillés avec ces outils-là, puisqu'ils le feront automatiquement et beaucoup plus vite. Et puis, la deuxième chose qui a été mise en avant en termes d'opportunités, c'est le fait de pouvoir faire ce même travail sur l'aval de la formation, c'est-à-dire d'aller étudier quelles sont les compétences d'un individu et à partir de cela, proposer des parcours de formation tout au long de la vie, là encore en s'appuyant sur l'IA. Donc voilà les idées fortes qu'on a sorties, nous, des trois matrices qu'on a pu créer sur l'amont, le pendant et l'aval de la formation. Donc voilà sur ce que je souhaitais vous dire. Je pense qu'on peut passer au groupe suivant. Moi, j'avais une Merci petite Olivier. question quand tu disais le risque du tout évaluation. Tu peux me préciser un petit peu, ce qu'en pensait le groupe, en fait? Là, effectivement, ce que le groupe voulait mettre en avant, c'est qu'à partir du moment où on dispose, je dirais, d'outils qui permettent très facilement et à tout moment de construire des systèmes d'évaluation, qu'on n'ait plus que cela tout au long de la formation, c'est-à-dire d'en avoir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui, à la fois sur la phase amont, mais également pendant la formation. Et donc, garder à l'esprit que nous sommes d'abord sur des dispositifs de formation et que l'évaluation vient en second par rapport à l'approche pédagogique. C'est ça qu'on avait souhaité mettre en avant. Merci pour cette précision.
Alors, place au prochain atelier, restitution d'atelier, c'est Gilles. Merci Aurélia et bonjour à tous. Donc, moi, j'avais la charge d'animer un atelier sur la conception de formation et des ressources pédagogiques avec l'utilisation de l'IA. Donc, j'animais un groupe d'environ 16 personnes avec comme objectif, comme mes collègues, de synthétiser en trois points, faire sortir les 3 points saillants de l'impact de l'utilisation de l'IA pour la conception des formations et des ressources pédagogiques, et sortir également les points saillants sur l'impact sur notre activité de conception. Tout d'abord, il était notable, il était à noter que on avait les 3/4 des participants donc utilisaient et utilisent l'IA générative quotidiennement, pratiquement quotidiennement. Donc sur un groupe de 16 personnes, seulement 4 avaient utilisé l'IA, n'utilisaient pas l'IA en tout cas professionnellement. Je crois que 2 d'entre elles l'utilisaient à titre personnel mais pas à titre professionnel, et sinon donc les 3/4 l'utilisent quotidiennement à titre professionnel. Donc c'était déjà remarquable de noter que 10 mois après l'arrivée de l'IA générative, son utilisation en fait est pratiquement généralisée, si l'on peut dire, pratiquement généralisée. Donc ça nous a posé quelques questions, ça a soulevé quelques questions, en particulier la question de savoir comment il fallait négocier avec les concepteurs. Sachant que les concepteurs sans doute utilisent eux-mêmes, les concepteurs que les structures de formation font travailler, utilisent l'IA. Alors, est-ce que du coup, ça remet en cause leur rémunération? Est-ce que ça remet en cause leur travail, et est-ce qu'on a toujours besoin d'eux? Voilà, donc il y a eu un débat à ce sujet qui était fort passionnant, et en fait la conclusion arrivée, tout le monde était d'accord pour dire que l'IA en fait était un outil au service de la productivité et de la qualité, et ça allait nous permettre justement d'augmenter la qualité de nos productions. Donc, la grande force qui est sortie avec un accord majoritaire, c'était que la principale force de l'IA, c'est d'améliorer la productivité de la conception pédagogique, avec une augmentation de la rapidité de conception, un gain de temps phénoménal pour la réalisation de contenu, d'activités pédagogiques. En facilitant aussi l'accessibilité des contenus, c'est-à-dire que maintenant on peut vraiment, grâce à l'IA, travailler sur l'accessibilité des contenus de façon plus performante que ce qu'on faisait maintenant, et en moins de temps, et je dirais avec un budget maîtrisé, alors qu'on sait que rendre des contenus accessibles demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements. Et en particulier d'investissement financier. Et là, avec l'IA, donc ça simplifie quand même la transposition de ces contenus en contenus accessibles. Ça permet aussi de proposer des ressources personnalisées, ce qu'on ne peut pas faire encore pour les mêmes raisons, pour des raisons de temps et d'argent. C'est aussi, alors là on verra, c'est à la fois une force et une faiblesse, la variété des contenus qu'on peut produire, et une certaine créativité qui est permise grâce à l'IA, puisqu'on a une facilité de création avec l'IA, et l'IA peut nous aider aussi dans la création et l'imagination.
Mais c'est, comme je disais, aussi une de ces faiblesses qui a été levée par certains participants en disant que le risque c'était d'une production, une production, comment dire, sans variété, hein, sans créativité, enfin, oui, sans variété, sans imagination, un risque de vérité unique, ça a été synthétisé comme ça. Et puis, la grande faiblesse, bien sûr, qui a été remontée par rapport à l'utilisation de l'IA dans la conception de formation de ressources, c'est son manque de fiabilité. Bon, c'est quand même une technologie encore en développement, qui est encore très perfectible, avec des biais algorithmiques, mes collègues en ont déjà parlé, et puis l'absence de citation de source. Hein, donc finalement, alors peut-être heureusement ou pas, hein, c'est je laisserai aussi mes collègues en parler, mais c'est encore tout à fait perfectible et l'humain reste central dans la conception en fait des formations des ressources, mais l'IA permet justement d'améliorer la productivité. Et voilà, et on était tous d'accord pour dire finalement, on ne peut pas empêcher nos concepteurs, les équipes d'utiliser l'IA, et il faut qu'ils l'utilisent. En fait, il faut les former à l'utilisation de l'IA pour améliorer la qualité et la productivité. Mais c'est comme au début de l'Internet et des moteurs de recherche. Jamais nous serait venu à l'idée d'empêcher les concepteurs d'utiliser les moteurs de recherche pour préparer leurs cours, ou les formateurs pour préparer leurs cours. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on empêche les concepteurs et les formateurs d'utiliser l'IA pour concevoir leurs cours. Au niveau des opportunités et des menaces, la grande opportunité, on l'a déjà dit, c'est la possibilité d'individualiser les parcours. Et là vraiment, l'IA a cette force et cette possibilité de nous permettre de réaliser le rêve de tout concepteur pédagogique, c'est de pouvoir adresser des contenus différenciés et des parcours différenciés à chaque apprenant. Et peut-être que grâce à l'IA, cela sera possible. Et en tout cas, l'ensemble des participants voyaient l'utilisation de l'IA en pédagogie comme une possible opportunité pour réaliser ce rêve. Au Merci niveau des, Gilles. Oui. au niveau des Excuse-moi menaces, Gilles, faudra que pardon. se dépêcher un tout petit peu si tu peux. Ok, Voilà, j'ai fini, désolé. hein, j'ai fini. Vas-y, dis-nous encore un petit peu sur termine l'atelier. Mais c'est vrai Voilà, que au niveau des menaces, en fait, vous voyez que les 3 points qui ont été remontés, en fait, c'est productivité, manque de fiabilité, individualisation des parcours. Personne n'a choisi, enfin, il n'y a pas le point, enfin, il n'y a pas de menace vraiment qui a été remontée comme point saillant. Mais voilà, des menaces ont été citées comme la fin du travail en équipe, une certaine résistance au changement, donc il y aura encore à former l'ensemble des collaborateurs de l'écosystème au changement. Et puis le point qu'on connaît tous, hein, le point de difficulté, c'est la sécurité des données et en particulier des données personnelles avec l'utilisation de l'IA. Voilà. J'ai fini. ah voilà, excuse-moi, hein, je te fais un petit peu accélérer parce que si on a des questions, voilà, on prendra peut-être aussi certaines questions. Donc merci hein, Gilles beaucoup pour cette restitution. Donc on passe alors voilà, on passe à Justine Millier. Alors Justine n'a pas été la personne qui a animé en tant que tel cet atelier, puisque c'est Sabrina Dougados qui est administratrice au FOD et membre du bureau qui était en charge de cet atelier sur le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle. Mais elle ne pouvait pas venir, elle s'excuse et donc elle a confié toutes ses notes à Justine qui va nous en faire la restitution et qui est donc avocate à Littler France et qui pourra aussi répondre à vos questions, notamment autour des questions de droit d'auteur, entre autres.
Tout à fait. Merci beaucoup Aurélia pour cette petite présentation. Donc en effet, Sabrina a animé un atelier un petit peu différent dans son organisation par rapport aux autres ateliers, puisque elle a d'abord rappelé le cadre juridique applicable en matière de propriété intellectuelle afin d'essayer d'identifier quels seraient les usages et les bonnes pratiques à mettre en place en matière de propriété intellectuelle. Donc, dans un premier temps, elle a rappelé les notions fondamentales de ce qui est protégeable, notamment en droit français, à savoir une œuvre originale sur laquelle on peut identifier l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Elle a également rappelé quels seraient les différents types d'œuvres, typiquement les œuvres collectives, les œuvres composites, pour essayer d'identifier les différences. Et on en est venu, on en vient à la conclusion que la législation telle qu'elle est actuellement, comme beaucoup de législations sur certains sujets où il y a beaucoup d'évolution, elle n'est finalement pas adaptée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et pose de sérieux problèmes pour protéger les contenus qui sont générés par une intelligence artificielle. En effet, comme je vous l'ai dit, donc une œuvre originale qui doit avoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est difficile de le retrouver dans un contenu qui est généré par une intelligence artificielle, dans la mesure où finalement il n'y a pas d'humain qui est intervenu sur la génération du contenu, dans la mesure où il est très compliqué, comme on a pu le voir dans la conversation, que c'est difficile de connaître les sources qui ont été utilisées. Donc, c'est potentiellement des données qui ne sont pas libres de droit. Donc, ça pose des difficultés derrière pour les réutiliser et se les approprier finalement. Et on en vient à la conclusion que le droit d'auteur tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas de protéger des conceptions pédagogiques qui sont générées par l'intelligence artificielle, puisque ce ne sont pas des œuvres originales empreintes de la personnalité de l'auteur. Donc ça génère aussi des problèmes au niveau des droits patrimoniaux, comme je vous l'ai dit, puisqu'on ne connaît pas les données qui sont utilisées, on ne sait pas si elles sont libres de droit, et derrière, vous pouvez avoir des risques, en fait, finalement, à réutiliser et à diffuser des contenus si vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, les pistes de solutions qui ont été données suite à la pose du cadre juridique tel qu'il est en vigueur actuellement a permis de sortir quand même quelques solutions qui pourraient être mises en place, notamment au sein des organismes de formation. Ça pourrait être notamment l'établissement d'une charte de bonnes pratiques à insérer soit au règlement intérieur, soit pas forcément annexé, mais un document distinct qui aurait vocation à être diffusé au sein de l'organisme de formation, également aux formateurs indépendants, pour justement essayer d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans la conception des contenus pédagogiques, pour notamment aussi sécuriser l'usage des données, etc. Et ça peut aussi également permettre de poser un cadre un peu plus général, notamment sur les questions de transition écologique. Ce qui ressort aussi de cet atelier, c'est qu'il faut prendre l'IA comme un outil d'assistance et non pas un outil de création. Donc, il faut nécessairement les modifier pour justement apporter cette empreinte de la personnalité de l'auteur qui va permettre de protéger le contenu qui va être exploité et diffusé. Et ensuite, finalement, d'adopter une démarche éthique et responsable qui va justement entraîner le fait d'indiquer, par exemple, sur vos supports que le contenu a été généré par une intelligence artificielle et non pas par vous-même, puisque vous n'en êtes pas à l'origine. Et ça oblige également à vérifier systématiquement les sources, ce qui n'est pas forcément évident, notamment si vous allez utiliser ChatGPT, puisqu'en fait, vous n'avez pas la possibilité de savoir quelles sont les données qui ont été utilisées pour générer le contenu. Donc voilà, en substance, les usages et les bonnes pratiques telles qu'on peut les développer à ce jour au regard de la réglementation juridique applicable qui n'est pas adaptée, en tout cas pour l'heure, à l'utilisation de l'IA. Merci Justine. Tu n'étais pas là, mais ta restitution était très brillante, comme si tu avais été avec nous. Voilà. Jean-Luc, c'est à toi.
C'est à moi, bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe que j'ai eu le plaisir d'accompagner, de travailler justement sur l'accompagnement, l'animation et le tutorat donc, dans les formations, quelle place donner à l'intelligence artificielle justement dans cet accompagnement. Et ce qu'on a remarqué déjà, c'est que par rapport à une question de départ qui avait été posée à l'ensemble du groupe, environ 16-17 personnes, qui venaient plutôt pour saisir, on va dire, les opportunités du développement de l'usage de l'IA. Donc, il y avait une large majorité qui était très intéressée surtout par ce volet-là, développement des opportunités. Et bien, finalement, vous allez voir sur la diapo suivante que quand on a réalisé conjointement donc, une analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Maintenant, le schéma, vous le connaissez. Alexis, tu veux bien passer? Eh bien, on a un équilibre en fait entre ces quatre pôles qui est relativement bon. Donc, vous voyez, dans la discussion, on va dire, les représentations ont aussi évolué et la réflexion a fait évoluer les choses. Alors, vous allez retrouver des similitudes, hein, bien évidemment, avec des choses qui ont été dites par mes collègues tout à l'heure, hein, puisque je dirais qu'on parle de création, qu'on parle de peut-être aussi même de juridique, on a des choses qui reviennent, et notamment sur la place de l'IA et la place de l'humain dans tout ça. 4 idées sur les idées fortes hein, qui se dégagent, c'est vraiment en termes de force, comme vous le voyez, c'est d'une part la capacité bien sûr de la machine à fournir des réponses immédiates, donc c'est le gain de temps que ça peut procurer du côté des accompagnateurs, la rapidité à laquelle l'apprenant va pouvoir avoir des réponses à ces questions, et puis bien évidemment la disponibilité 24 heures sur 24 de cet outil qui n'est pas soumis aux contraintes de l'accompagnateur humain lui-même. Donc ça, c'est l'élément le plus important qui est ressorti des échanges, et puis le second, ce sont vraiment, une fois qu'on a, on va dire, débarrassé l'accompagnateur de ces tâches chronophages, eh bien, on lui dégage finalement plus de temps pour faire de l'accompagnement individuel. Vous aurez bien compris là qu'il ne s'agissait pas de réduire le temps d'accompagnement à l'accompagnement par l'IA. On a dans un temps d'accompagnement qui serait constant, on va dégager l'accompagnateur des tâches chronophages et il va pouvoir consacrer plus de temps à l'accompagnement individuel, donc plus forte possibilité d'individualisation des parcours de formation de chaque apprenant. Voilà, ensuite, donc le pendant de tout ça, c'est effectivement, là, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, déjà, c'est la nécessité d'avoir une complémentarité entre l'homme et l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'éviter une déshumanisation d'une certaine manière, et puis ça, c'est côté apprenant. Et côté formateur, ce qui a attiré l'attention, on va dire, du groupe, c'était aussi, à travers cette complémentarité affichée et posée comme quelque part une règle de fonctionnement, c'est rendre aussi le changement acceptable par les équipes, que ce soit les équipes administratives ou les équipes pédagogiques, puisqu'on sait bien que dans un organisme de formation, ce sont l'administratif et le pédago qui font de l'accompagnement, et pas uniquement les formateurs, comme quelquefois on a tendance à le penser dans une forme de raccourci. Voilà, alors à côté de ça, il y a plein d'opportunités qui se dégagent, dont l'une sur le profilage des apprenants, parce que l'IA va permettre, par un ensemble de possibilités, d'avoir notamment une meilleure détection des troubles, et ce qui va permettre, de par des troubles des apprenants, j'entends bien sûr, ce qui va permettre donc une meilleure adaptation donc des parcours, et rendre du coup aussi les feedbacks plus efficients, parce que justement plus personnalisés, et donc qui vont s'adresser directement à l'apprenant en fonction véritablement, non seulement bien sûr de ces problématiques, mais compte tenu effectivement de la bonne connaissance du profil de l'apprenant que l'on peut avoir. Voilà, et donc on termine par un élément qui est aussi revenu déjà tout à l'heure, qui est un risque d'uniformisation, qui est vraiment vu comme une menace.
à travers notamment la standardisation possible des réponses qui sont obtenues, aussi bien pour les formateurs quand ils vont, s'ils sollicitent effectivement une IA générative pour chercher des réponses aux problèmes, aux questions qui sont posées. Donc, s'il n'y a pas, je dirais, une prise en compte et un regard critique qui est apporté. Et puis, bien sûr, pour les apprenants, si en questionnant une IA, ils prennent comme réponse, on va dire, et comme on a tendance à dire, comme vérité vraie, les réponses qui sont données. Je fais référence du coup à ce que disait Justine juste avant, hein, de dire d'avoir effectivement, être capable d'analyser les réponses qui sont données. Donc ça, tout ça donc lié à un manque d'esprit critique qui pourrait être une menace et aboutir à cette uniformisation dont on parlait. Un deuxième point, et on terminera là-dessus, qui est un petit peu on va dire, un petit peu en marge mais de ce que l'on vient de dire, mais c'est quand même une inquiétude sur une possible disparition de certains emplois, voire d'emplois de formateurs, voire, et je laisserai aux auteurs, aux participants du groupe, la responsabilité du terme qui a été employé, voire la création de métiers débilisants, c'est-à-dire qui consisterait simplement à écrire des prompts et à reporter sous forme de copier-coller les résultats d'une IA générative sans intervention, et donc, comme on l'a vu juste avant, sans complémentarité entre le formateur, l'accompagnateur et l'IA. On n'en est pas encore là. On espère. Des activités un peu débiles. On voit 2 questions à prendre, ou 3 questions dans le chat. Il y avait une question de Maxime Favreau qui s'adresse, peut-être plutôt à Justine, sur, la question du droit. Quel est le droit de propriété quand on crée des contenus générés, enfin on les crée, quand on génère des contenus via l'IA et qu'on a modifié nous-mêmes? Donc Justine, sur cette question-là, est-ce qu'on doit citer l'IA en tant que propriétaire? Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on doit citer dans ces cas-là? Au regard de la réglementation actuellement applicable, donc comme je l'ai dit, qui est pas adaptée à l'utilisation, enfin en tout cas à l'utilisation d'un contenu généré par l'IA, ce qu'on pourrait se dire là actuellement, c'est qu'on serait sur une œuvre plutôt composite, c'est-à-dire que vous allez utiliser une œuvre existante sur laquelle vous n'avez aucun droit finalement, parce que c'est une œuvre qui a été générée par l'intelligence artificielle grâce à des données qui sont peut-être pas libres de droit, donc des droits qui appartiennent en fait à leurs auteurs, et sur laquelle vous allez rajouter une nouvelle œuvre avec votre empreinte personnelle. Donc du coup, l'œuvre va devenir une œuvre dite composite, donc une œuvre déjà existante et une nouvelle œuvre. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir utiliser cette œuvre, l'exploiter, la diffuser dans la limite des droits qui sont accordés aux auteurs originels de l'œuvre préexistante. Donc en fait, ça pose des difficultés sur l'utilisation, la diffusion et l'exploitation de ces éléments. Et il faudra donc, dans tous les cas, indiquer qu'une partie de l'œuvre a été générée par l'intelligence artificielle. Ça n'empêche pas et ça ne vous exonère pas du fait d'indiquer qu'il y a une partie de l'œuvre en fait qui a été générée par l'IA, dans la mesure où vous n'êtes pas propriétaire de cette partie-là. Donc Voilà on ce voit que je bien peux en dire actuellement. Oui. qu'effectivement, il y avait certainement un travail à mener, hein, d'adaptation juridique à ces cas qui vont surgir de plus en plus, hein, et notamment sur la question du droit d'auteur et qui est propriétaire qu'en fait de l'IA générative. Peut-on parler effectivement de propriété du coup? Merci beaucoup pour ta réponse, Justine. Il y avait une autre question de Maxime dans le chat qui nous disait effectivement quand on parle de menaces autour de l'uniformisation. Qu'est-ce qu'on entend par uniformisation, puisque les résultats seront différents en fonction des questions que posent les personnes. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur ce risque d'uniformisation? Je crois que c'est du coup Jean-Luc qui en a parlé, et puis si d'autres veulent prendre la parole sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Oui, je venais
je venais de répondre dans le chat, mais effectivement, oui, la manière, si on pose la question différemment, et c'est ce que disait Maxime, si j'ai bien compris, on n'obtiendra effectivement pas la même réponse. Et plus on va affiner la question, on va demander des reformulations, plus on obtiendra des variantes dans les réponses. Mais à l'inverse, si deux formateurs, voire deux formateurs de deux organismes différents qui sont censés proposer des prestations différentes, posent exactement la même question, j'imagine qu'on va, j'ai pas fait le test, hein, je reconnais, mais j'imagine qu'on devrait obtenir au même instant exactement la même réponse. Donc, d'où ce risque d'uniformisation qui avait été évoqué. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole sur la question de l'uniformisation? Pas spécialement? Non. Donc je regardais à nouveau les questions. Il y avait Valérie Le Goupil qui nous pose une question autour de, voilà, comment on fait pour, chercher les œuvres ou les morceaux d'œuvres qui se cachent derrière des contenus générés par l'IA? Justement toute la problématique de connaître les sources en fait et les données qui ont servi à générer le contenu, sachant qu'en plus il faut que ce contenu ait l'empreinte de la personnalité de l'auteur pour pouvoir être considéré comme original et donc pour pouvoir être protégé et être considéré comme une œuvre au sens du droit français. Donc typiquement quand vous prenez ChatGPT, bah, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les données qui ont été utilisées et si ce sont des données qui sont déjà protégées ou non par le droit d'auteur. Ça va vraiment dépendre des différentes intelligences artificielles que vous allez utiliser. Notamment ChatGPT, ce sera pas possible. D'où le fait qu'il y a un vrai risque d'aller exploiter et diffuser des contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle. Très bien. À cette question, il y avait David Fayon qui était du coup notre premier conférencier de la journée qui souhaitait intervenir. David, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Alors, je peux juste apporter 2 points par rapport à ces risques d'uniformisation. D'une part, il y a la tendance de l'intelligence artificielle à moyenner les résultats pour chasser tous les extrêmes et de façon à aboutir à un consensus politiquement acceptable par tous. Et donc, ça va uniformiser. C'est comme aujourd'hui, toutes les voitures sont grises alors qu'on a le choix des couleurs. Et finalement, 80% des voitures sont grises, gris clair, gris foncé, et toutes les variantes. Donc ça, c'est le premier point pour l'uniformisation. Et il y a un deuxième point, c'est que pour y remédier, il y a la possibilité de maîtriser bien les prompts pour les LLM. Et notamment, il y a ce nouveau métier qui est apparu de prompt engineer, qui va permettre de maîtriser les requêtes à poser à ces IA génératives pour avoir le plus de résultats pertinents possibles. Et donc ça, c'est un peu comme quand on interroge une base de données en mettant des exclusions, des précisions, parce qu'on a, comme dans toute interrogation de base de données, 2 risques. Le risque du silence et le risque du bruit. Le risque du silence, c'est quand on a été trop sélectif sur les critères à poser dans la question, finalement, on n'a aucune réponse ou très peu de réponses. Et le bruit, c'est quand on a été trop général, ben, finalement, il y a de l'information parasite qu'il faut filtrer. Et donc, cet art du prompt peut permettre justement d'être un peu original et d'avoir une uniformisation moindre. Voilà, merci. Merci David, du coup, pour ton intervention sur l'uniformisation. Je vois que certains font des blagues dans le chat qui me font rire. Donc, je vais prendre une dernière question avant de clôturer parce que déjà, on a encore quelques informations à vous donner. Donc, alors, Arnaud ajoutait une remarque en fait. Il nous disait, voilà, on pourra ajouter le risque d'isolement. Oui, alors c'est vrai que la promesse de l'individualisation, c'est aussi effectivement peut-être plus de solitude, plus être seul face à la machine, sans effectivement d'avoir ces moments de collectif, de sociabilité et qui pourrait effectivement pouvoir apporter éventuellement certains risques.
Et donc, il disait effectivement que par rapport à l'individualisation, il fallait aussi compenser avec la nécessité de créer encore plus de liens collectifs. On est bien d'accord avec ça, je pense là-dessus. Hem, Écoutez, voilà, sur le business, bah, oui, sur le business model, c'est vrai qu'il y avait Jacques. On n'a pas fait défiler tous les slides jusqu'au bout? C'est à toi, Jacques. Ah, s'il reste encore du temps. Mais bien sûr, Mais- on va te le garder évidemment. Bonjour à Et toutes et tous. toutes nos Ça excuses. passe en dernier parce que tout simplement, c'est le plus délicat. Ça traite des conditions existentielles. C'est quels organismes de formation vont exister encore demain et sous quelle forme. Donc c'est vraiment, on sort un peu de la pédagogie, on s'intéresse bien au flux d'argent, aux problématiques de concurrence, de public cible, etc. Donc c'est un groupe qui a été assez riche avec une vingtaine de personnes. La plupart étaient des gros organismes de formation multimodale, privés ou publics, et quelques opérateurs de formation, notamment sur des publics difficiles, plus petits. Donc une belle diversité qui a permis de détecter un certain nombre d'éléments, toujours avec la même méthode, dont je vais passer assez vite parce que je crois qu'il reste peu de temps. Donc le premier examen, c'était les forces et les modèles actuels des organismes de formation à l'aune de ce qui se prépare ou de ce qui était déjà engagé. Il y a eu des votes, hein, donc il y a eu des achats. L'argument qui est sorti en premier, c'est au niveau de la force, la richesse des données disponibles dans les organismes de formation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles sont exploitées, ça veut dire qu'elles sont collectées. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de data qui ne sont pas perçues, on ne perçoit pas forcément le capital que ça représente, mais ces flux existent. Et donc, c'est considéré très majoritairement comme le point fort actuel. Il y en a d'autres, hein. Il y avait, on l'a déjà dit, l'optimisation du modèle de production qui est en cours. Et puis, quelque chose qui était moins évoqué, qui est la dynamique des réseaux aujourd'hui, c'est-à-dire bien le FOD déjà, la dynamique EdTech, toutes ces relations qui font que il y a ce sentiment de réseau qui est plutôt rassurant. Le dernier point était l'ancrage territorial des organismes de formation. Sur les faiblesses, la première qui est arrivée dans les votes a été la résistance au changement. Alors, pas que la résistance au changement des professionnels dans les organes de formation, mais également celle des décideurs, des financeurs et puis des clients, du public. Et donc, on peut mettre en œuvre beaucoup de technologies, beaucoup d'innovations dans l'approche pédagogique. Bien, l'obstacle aujourd'hui pour les OF reste quand même cette résistance qui a été comment dire, argumenté avec un deuxième point qui est arrivé juste derrière dans les votes et qui était l'électronisme actuel des apprenants, voire des professionnels. On sait qu'on est à peu près sur un 17% hein, de Français en électronisme, donc c'est quand même conséquent. Voilà, et puis un peu plus loin, il y a eu l'insécurité juridique et politique, les capacités d'investissement limitées de nos organes de formation, et puis des choses, des petites revendications catégorielles, on dirait. Alors, sur le futur, sur les opportunités avec l'IA et sur les risques avec l'IA. Alors, il y a eu quelques comment dire, risques et opportunités qui n'étaient pas forcément dans le registre des modèles économiques. Hein. L'optimisation du modèle de production, qui est vu comme une opportunité, ça reste un atout concurrentiel, mais ça ne change pas la stratégie des organismes de formation. Donc, celui qui est arrivé en tête, c'est l'opportunité des alliances stratégiques. C'est-à-dire que tous les opérateurs de la chaîne de valeur se retrouvent impactés par l'intelligence artificielle et donc les chakras sont un petit peu ouverts et l'époque est favorable aujourd'hui aux discussions pour constituer des chaînes de valeur avec des conventions qui permettent notamment des échanges de données, qui permettent de nourrir donc les différents systèmes entre les différents acteurs et de fabriquer ainsi des offres résistantes à la concurrence, beaucoup plus résistantes à la concurrence aujourd'hui. Je pense que il y a eu d'autres, mais vous les trouverez sûrement dans les actes, d'autres arguments sur les opportunités, les deux principaux étant ceux que j'ai cités sur l'optimisation du modèle de production et sur les alliances stratégiques. En regard, le risque, il y a la dépendance technologique qui est un risque, mais elle n'est pas juste liée à l'intelligence artificielle, c'est globalement. Mais le risque perçu, majoritairement, c'est que
quoi que l'on fasse sur notre territoire, avec nos normes, nos standards, nos chartes, les GAFAM peuvent, en tout cas sont partis pour créer un marché parallèle à notre marché domestique et pourraient détourner les apprenants. Donc ça, c'est un risque de concurrence qui est avéré. D'ailleurs, on est sur un outil de GAFAM pour faire cette conférence, on ne se pose pas trop la question, donc qui inquiète pas mal et qui vient en regard avec les alliances stratégiques, qui est probablement une des réponses là-dedans. Dans les risques, les autres risques, c'est que, mais qui est lié au GAFAM, hein, mais c'est les nouveaux entrants avec des moyens illimités. On pense à des opérateurs qui arrivent sur des marchés où des solutions sont totalement amorties et ils viennent ici avec des offres à coût marginal sur nos marchés. La perte d'expertise également, parce qu'on sous-traite de plus en plus de fonctions, et donc ça donne quelques risques. Bon, globalement, personne ne s'est posé la question de la consolidation. Ça a été évoqué enfin en discussion libre, mais de se dire, ben, effectivement, aujourd'hui, ceux qui détiennent du capital ou ceux qui détiennent de la technologie, ça peuvent avoir des positions concurrentielles fortes et ou détruire de la concurrence ou l'absorber, tout simplement. Et on risque d'avoir, en regard de notre paysage un peu clairsemé des opérateurs de formation aujourd'hui, des consolidations affirmées dans le futur, qui viendraient de l'autre côté en regard des alliances stratégiques, hein, sur des chaînes de valeur. Et puis le troisième point stratégique était la régionalisation, c'est-à-dire finalement de rester au plus près du public, d'assurer la fonction sociale de la formation et d'opérer avec des outils qui arrivent derrière, et donc voilà, de se rendre indispensable sur le dernier kilomètre, comme on dit dans le e-commerce, le dernier kilomètre de la formation. Et pour conclure, c'est posé avec acuité le problème de la souveraineté des savoirs, c'est-à-dire à partir du moment où des fournisseurs vont produire des solutions avec des savoirs qui ne sont pas forcément imaginés dans notre contexte économique, on risque d'avoir des problèmes de détournement économique. On sait que la formation est l'avant-poste de l'économie. Quand on apprend des comportements, des processus, des méthodes, des produits, des savoir-faire, s'ils sont nourris avec ce qui est dans notre contexte national, évidemment, on favorise nos entreprises. Si vous arrivez avec des méthodes, des produits américains ou chinois, vous favorisez l'achat et l'usage de ces produits. Donc, il y avait vraiment eu une acuité particulière là-dessus sur la problématique de la souveraineté demain, sachant, et pour finir, que l'IA est nourrie de la production humaine et que le propriétaire de l'IA s'enrichit, la production humaine s'appauvrit. Et donc se pose la dernière question qui était celle de qui est le propriétaire de l'IA? Est-ce qu'il faut aller demain vers une IA souveraine ou vers des IA open source sous le régime des communs? Donc là, c'est poser la question de la propriété demain en se disant, ben oui, c'est pas juste un outil, c'est aussi un énorme aimant à capital qui peut nous desservir demain si on ne fait que l'utiliser et si on n'en est pas en partie propriétaire. Voilà. Merci Jacques. Effectivement, ça ouvre beaucoup de pistes aussi pour les travaux futurs du FOD. Et c'est là-dessus que je souhaiterais du coup conclure ce webinaire. Donc voilà, ces ateliers ont été vraiment, et ces 2 journées ont été l'occasion d'ouvrir un peu les questionnements autour de l'impact de l'IA dans le monde de la formation. Maintenant, on aimerait bien effectivement poursuivre ces travaux-là, alors de diverses manières. Donc on vous propose aussi d'y contribuer. Donc si vous le souhaitez, c'est ouvert. On a fait un petit questionnaire, un petit forme en ligne pour que vous puissiez effectivement suggérer, donner votre avis, proposer des sujets, nous dire si vous souhaitez contribuer, sous quelle forme, à partir de quelle thématique. Donc n'hésitez pas vraiment à envoyer vos propositions. Et puis deuxième sujet, cette présentation, comme d'habitude, vous sera envoyée à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire, mais nous avons une petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont été participants en rencontre et pour nos adhérents, nous avons quelques contenus plus exclusifs, du coup beaucoup plus détaillés,
autour de ces 6 ateliers et que nous vous enverrons et que nous mettrons dans l'espace membre. Tout ça pour vous dire que ceux qui ne sont pas encore adhérents du FOD, 2024 pourrait être une bonne année pour venir nous rejoindre, participer à nos travaux et puis collectivement définir aussi les sujets. On avait parlé, pourquoi pas de travailler autour d'une charte. C'est une possibilité, il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, sur ces thématiques-là. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie tous. Est-ce que quelqu'un voulait encore, prendre la parole? Merci pour tous ces applaudissements, cette pluie d'applaudissements.